Vous savez quoi? Ils m'ont fait le traitement d'effacement de la mémoire à la clinique, donc j'ai du mal à me souvenir des détails. C'est assez flou. Ici, c'est Ariana Grande, l'une des plus grandes pop stars de notre époque. Alors qu'elle est interrogée sur ses futurs projets pendant la cérémonie des Oscars, la chanteuse répond quelque chose de surprenant qui va affoler Internet. Parce qu'en fait, à la clinique Day, ils ont un effaceur de mémoire. Vous le savez, non? De quoi parle vraiment Ariana ici? Une partie d'Internet a vite pensé qu'elle faisait référence à un vaste et sombre programme secret qui enlèverait certains souvenirs compromettants de la mémoire des célébrités. Donc des célébrités d'Hollywood se feraient enlever des souvenirs dans une clinique? Non mais ça semble préoccupant, non? Donc des stars d'Hollywood se font enlever la mémoire? Vous savez qu'elle n'était pas censée dire ça? Elle n'était clairement pas censée dire ça? Tout ce que je sais, c'est que quelque chose cloche. Et je sais que vous le voyez aussi. Si ça lui est arrivé, demandez-vous combien d'autres personnes ont subi la même chose. Une histoire complètement folle qui fait pourtant écho à de nombreuses dénonciations faites de manière très sérieuse par d'autres célébrités. Ils ont tenté de m'effacer ma mémoire avec des programmations MK Ultra pendant 2 ans. Ça a commencé à partir du moment où ils m'ont interné. Mais une autre partie d'Internet, et en particulier les fans d'Ariana Grande, ont vite calmé le jeu et ont affirmé qu'il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter, puisque la chanteuse ferait ici tout simplement une blague et une référence à l'un de ses derniers clips dans lequel elle se fait enlever des souvenirs pour illustrer une relation amoureuse qu'elle souhaitait oublier. J'ai vu des gens qui recherchaient vraiment la clinique. Non mais, sérieusement, c'est juste une putain de promo pour son album. Ariana a bel et bien sorti un clip avec ce scénario intitulé We Can Be Friends, pour lequel elle semble ici faire référence. Mais il y a quand même un détail assez alarmant ici, au-delà du sérieux de la chanteuse et du fait que la clinique qu'elle cite existe réellement. Le journaliste qui l'interroge ne connaît visiblement pas le clip en question. Il répond en étant au premier degré. The memory erasure, they erased my memory. Mais ça n'arrête pas du tout la chanteuse, qui continue à s'enfoncer dans ce qui ne serait qu'une blague. C'est surprenant d'insister sur une blague de ce genre auprès d'une personne qui n'a tout simplement pas la référence et qui ne sait pas de quoi on parle. Le traitement d'effacement de la mémoire. Il m'enlève mes souvenirs. Et dans l'industrie du divertissement, qui est intimement liée au cercle d'élite, la vérité a tendance à être beaucoup plus sombre et dérangeante que ce que le grand public ne l'imagine au premier abord. Et en particulier en ce qui concerne Ariana Grande, qui a un entourage très particulier, mais aussi une carrière aux nombreuses zones d'ombre, et qui surtout, depuis des années, fait de nombreuses déclarations alarmantes de ce genre que personne n'a vraiment pris le temps de prendre au sérieux. Alors aujourd'hui, on va tout rassembler pour mener une enquête approfondie, sans a priori, et déterminer si oui ou non, il y a de quoi s'inquiéter. Et je vois de nombreuses célébrités adultes qui semblent clairement avoir été programmées de la même manière que je l'ai été. Ariana est victime de trafic. J'ai moi-même été contrôlée de cette manière. Ça vous rend comme des corps sans esprit. Vous allez le voir, en fouillant la carrière d'Ariana, il y aura aussi un onglet spirituel et paranormal qui va étrangement faire sens avec ses étranges clips et ses étonnantes déclarations. Est-ce que tu crois aux fantômes? Oui. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans les coulisses de la fame. On décortique ici en profondeur ce qui se passe vraiment dans les coulisses de l'industrie. Pensez à prendre vos pop-corn, à vous installer bien confortablement. Cette enquête, je vous préviens d'avance, va être particulièrement terrifiante. On va s'appuyer sur des faits réels, documentés, des interviews officielles, des témoignages qui vous seront minutieusement partagés tout au long de la vidéo, mais via ces éléments factuels, on évoquera aussi quelques théories avec lesquelles vous pourrez vous faire votre propre avis que vous pouvez partager librement en commentaire. Mais sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet et on va tout d'abord dépeindre l'entourage familial de la chanteuse. Vous allez vite comprendre pourquoi il est très particulier et en quoi c'est loin d'être anodin dans toutes ces histoires.
Oh, cette photo est vraiment amusante. Elle n'a pas été prise pendant Halloween. C'était juste un jeudi comme un autre de juillet. On a fait ça tous ensemble. C'est vraiment fou. Dans l'un des quartiers les plus riches de Floride, une école maternelle recèle une étonnante et sombre histoire. En 1997, une élève de 4 ans, Ariana Grande Butera, a organisé son premier anniversaire avec quelques copains et copines de l'école. Joan Grande, la mère d'Ariana, a tout préparé. Elle a prévenu les parents des enfants invités, mais l'anniversaire a fait scandale dans le quartier, puisque la mère d'Ariana a décidé de montrer aux enfants un film intitulé « Les Dents de la Mer ». Un film d'horreur particulièrement angoissant, interdit aux moins de 12 ans, dans lequel on voit beaucoup de sang. Les amis d'Ariana Grande criaient et partaient en courant. Leurs parents ont trouvé que montrer ce film n'était pas du tout approprié. Ils se sont plaints auprès de Joan Grande, qui a fait face à ce petit scandale local, en assurant qu'il n'y avait pas de quoi en faire toute une histoire, et que le film Les Dents de la Mer était tout simplement le film préféré de sa fille. Les parents d'élèves ont beaucoup parlé entre eux de cette étrange situation et ont pensé que Joan Grande était totalement folle. Cette dernière, quant à elle, a toujours trouvé cette anecdote très drôle. C'est pour cette raison qu'elle l'a d'ailleurs racontée elle-même en interview. Dans cette même interview, Joan Grande expliquait aussi que lorsqu'elle allait chez le boucher, elle achetait toujours des cœurs ou des poumons parce qu'elle adorait les montrer à ses enfants. Puis elle aimait, accrochez-vous bien, leur laisser exprimer leur créativité en peignant les murs avec du sang d'animaux. Joan Grande a dit sur un ton qu'on devine mélancolique, je cite, « Je me souviens des petites empreintes de main d'Ariana. » Si faire ce genre de pratique en solo est déjà très spécial et atypique, le faire avec ses enfants est extrêmement glauque et dérangeant. Même si à chaque fois que la mère d'Ariana raconte cette anecdote, les gens autour d'elle en rigolent. C'est la vérité. Elle mettait ses mains tout ensanglantées partout sur mes murs. Joan Grande faisait aussi participer sa fille à une étrange tradition familiale. À l'approche d'Halloween, Ma mère avait l'habitude de mettre toujours plein de faux sang sur les murs. Et à chaque fois le lendemain, on devait tout nettoyer et repeindre. Comme vous pouvez le voir, c'est une famille tout à fait normale. Mais qui est cette mère aux pratiques si étranges, traitée de folle par les parents d'élèves ? Eh bien, Joan Grande se décrit elle-même comme étant gothique avant même que le terme gothique n'existe. Elle ne s'habille qu'en noir, avec comme modèle Cersei Lannister. Sa maison est encore plus sombre que ses vêtements, puisqu'elle explique qu'elle a des décos qui feraient faire des cauchemars à n'importe quel enfant normal. À côté de sa passion pour l'horreur, Joan Grande a aussi un très haut poste. Elle est dirigeante d'une grande entreprise qui appartenait à ses parents et qui produit du matériel pour la marine militaire américaine. Oh, mais ne vous en faites pas, ils ne vendent pas des armes à l'armée américaine. Ils fournissent juste le système de communication que l'armée américaine utilisera pour savoir où viser. Mais sachez que s'ils ne travaillaient pas pour l'armée, on n'aurait jamais su qui est Ariana Grande parce qu'elle n'aurait jamais eu l'argent et les connexions pour financer sa carrière. Avec le temps, Joan Grande est aussi devenue très impliquée dans la carrière de sa fille. Elle est présente en arrière-plan dans quasiment toutes ses interviews. Je sais pas si je peux parler de ma mère. Elle est là, elle m'écoute. J'ai le droit de le dire. Oh, ma mère est tout le temps avec moi. Elle est là. Maman. Joan. Tu es absolument magnifique. Elle la guide dans tous ses choix, alors aussi invraisemblable que ça puisse paraître, le planning de Joan Grande rime avec gérer la carrière de sa fille popstar le matin et signer des contrats avec le Pentagone l'après-midi.
Admirative de cet emploi du temps très chargé, Ariana décrit sa mère comme la femme la plus badass et la plus indépendante qui existe. Elle précise qu'elle n'est pas du tout le genre de mère qui prépare des cookies au four. Joan Grande a aussi un très grand esprit de compétition, elle aime gagner et se braque quand elle n'y parvient pas. Quand elle perdait face à mon beau-frère par alliance, ma mère a dit doucement « Oh, il a un micro-pénis, n'est-ce pas ?» Et moi j'ai dit « Oh non maman, tu as pas osé dire ça quand même. Ça se fait pas, c'est méchant. » Le père d'Ariana, Edouard Boutera, de son côté, est beaucoup plus discret. Il y a assez peu d'infos qui circulent sur lui. C'est un designer artiste, passionné par l'art, la pêche et la nature. Il est souvent décrit comme un homme bienveillant, très sensible et créatif. Les parents d'Ariana ont divorcé quand leur fille avait 8 ans. La chanteuse a toujours gardé les causes de cette séparation privée, mais a précisé avoir soutenu sa mère, qui a su, selon elle, partir quand il le fallait. Ariana est restée beaucoup plus proche de sa mère que de son père, qu'elle n'a d'ailleurs pas vu pendant une partie de son adolescence. L'une des personnes les plus importantes dans la vie d'Ariana est son demi-frère maternel, Frankie Grande, qui a 10 ans de plus qu'elle. Elle le considère comme son meilleur ami, son confident, son exemple, et est très protectrice envers lui. Que les gens parlent mal à mon sujet, honnêtement je m'en fiche. Mais par contre qu'ils parlent mal de Frankie là, non. Frankie est un profil très extraverti, pour le moins atypique. Ça ne se limite pas seulement à son style vestimentaire et ses performances musicales. Aujourd'hui, Frankie Grande est au cœur de beaucoup de rumeurs selon lesquelles il se battrait dans des boîtes de nuit et avec des escortes. Les Américains ont découvert Frankie à la télévision en 2014 dans l'émission Big Brother, équivalent de Secret Story aux États-Unis, et il a marqué les téléspectateurs parce qu'il mentait sur son âge pour paraître plus jeune, qu'il trahissait tout le monde pour gagner et qu'il faisait croire qu'il avait des millions d'abonnés dans l'espoir d'impressionner les autres candidats. Oh oui, j'ai manipulé, j'ai menti, c'est le jeu et c'était vraiment une expérience traumatisante. C'est une émission vraiment difficile. Heureusement, en Angleterre, c'était plus simple. Il fallait juste que je me promène nue et que je twerque les fesses à l'air. Rien ne prédisposait Frankie au monde de la télé. Il voulait initialement travailler dans le médical, mais il a décidé d'abandonner ses études de médecine pour jouer Babouche dans une comédie musicale Dora l'exploratrice. Je me suis tellement amusée, je devais sauter partout et grimper en criant « Dora !» Frankie souligne que sa mère l'a grandement soutenu à suivre ses passions plutôt que le côté sérieux, et que Joan Grande a appliqué la même philosophie pour Ariana, qui de la même manière que son père était très jeune, passionné par l'art sous toutes ses formes. Dès ses 8 ans, Joan faisait passer des castings d'actrices à Ariana. Elle a vite décroché un rôle principal dans une comédie musicale qui lui faisait parfois rater l'école. Ma mère disait « C'est ok si tu dois rater l'école ». Ma mère a toujours dit oui à Ariana. Elle disait « Oui, 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 oui ». Puis à 15 ans, Ariana a obtenu un rôle à Broadway. Joan a validé sans aucune hésitation l'abandon du lycée qui était remplacé par des cours par correspondance. Puis c'est à 16 ans qu'Ariana décroche un grand rôle chez Nickelodeon qui va bousculer le cours de sa vie. Avec une série suivie par des millions de personnes, Ariana passe de l'ombre à la lumière, mais sera surtout, dans l'ombre, entraînée dans un environnement de travail très toxique. On a déjà parlé en détail de ce qui se passait chez Nickelodeon dans cette vidéo. Si on résume assez grossièrement, mais en allant droit au but, disons que c'était géré par des p***ils. Vous pensez que c'est quoi la pire chose qu'on peut faire subir à quelqu'un qui soit c***? Pour qu'un enfant ait l'opportunité de monter les échelons chez eux, il fallait que les parents ferment les yeux et laissent leur enfant seul avec des personnes très dérangeantes. Ils organisaient des genres de fêtes où les parents n'avaient pas le droit d'être là.
et ils nous donnaient de l'alcool. À plusieurs reprises sur le plateau, ils étaient en mode « On aimerait inviter Brian à notre fête ». Au cœur de ce système très problématique, Ariana est celle qui a connu la plus grande carrière et elle reconnaît que ses parents n'étaient pas autorisés à venir auprès d'elle dans les coulisses. Parce que ta mère n'était pas autorisée à venir ? En bas, quand on était plus jeune, elle pouvait venir à quelques répétitions. C'était très occasionnel. Au vu du nombre de témoignages sur Nickelodeon, il y a raisonnablement de quoi se poser des questions, même si Ariana a au maximum évité de parler de toutes ces dérives. Ses parents n'ont eux aussi jamais réagi à ce passé chez Nickelodeon, ils ont pourtant vu leur fille de 16 ans faire des scènes à l'écran totalement inappropriées. C'est surtout Joan Grande qui était très impliquée dans la carrière d'Ariana à cette période. Elle lui écrivait ses textes de remerciements. Alors ma mère m'a écrit ce truc pour être sûre que j'oublie de remercier personne. Et dans ses textes, elle faisait en sorte qu'Ariana n'oublie pas de remercier Dan Schneider, à savoir le producteur mis en cause dans toutes les perversités de Nickelodeon. Je remercie Dan Schneider, Nickelodeon. Je vous aime vraiment beaucoup. Alors peut-être que la mère d'Ariana a simplement manqué de vigilance, qu'elle a fait confiance à l'industrie, ou peut-être qu'elle a habilement saisi qu'à Hollywood, depuis très longtemps, dans certaines sphères, a accepté de se plier aux exigences des patrons et la seule façon d'accéder au sommet de la gloire. Peut-être que pour être célèbre à un certain niveau, il faut accepter certaines dérives, des sortes de rites de passage pour devenir une star. Mais ça reste de l'ordre de l'interprétation étant donné qu'Ariana n'a rien confirmé sur cette période, mais indéniablement, elle n'a pas été protégée par ses parents, ni par son grand frère qui avait quand même 26 ans à cette période. Ariana a été livrée à Nickelodeon pendant 4 ans, et cette chaîne cache un iceberg très sombre et profond qui commence à enfin se dévoiler. Avec des pics d'audience à 11 millions de téléspectateurs, Nickelodeon est la chaîne pour enfants la plus regardée des États-Unis depuis les années 80. Cette grande chaîne a aussi développé un concept bien à elle de détection des futurs talents. Nickelodeon organisait, en plus de ses castings habituels, des sortes de camps d'entraînement intensifs destinés à repérer et former de jeunes artistes prometteurs. En 2024, le documentaire Quiet on Set a rassemblé d'anciens acteurs de la chaîne pour dépeindre une sombre réalité derrière les émissions de Nickelodeon. Et à la sortie de ce documentaire, le boxeur Ryan Garcia, qui affirme avoir été entraîné dans des sombres projets et cérémonies par des membres de l'élite, avertissait que nous avions ici seulement un aperçu de la pointe de l'iceberg. Le documentaire sur Nickelodeon, c'est plus profond que ça. Beaucoup plus profond que ça. Là, vous avez un aperçu de l'iceberg, mais c'est vraiment la petite pointe de l'iceberg. Le boxeur rapprochait Nickelodeon à Jeffrey Epstein, un très vaste et très sombre réseau de l'élite. Et à cette période déjà, un élément étrange sautait aux yeux. La forme de l'île d'Epstein est la même que celle du logo de la chaîne. Ça ne prouve absolument rien, mais c'est surprenant puisqu'on pouvait déjà déceler une structure de pouvoir identique. Abus, loi du silence, personne influente protégée, pouvoir, emprise, enfant. Mais aujourd'hui, il est confirmé que les liens entre Nickelodeon et le réseau Epstein vont beaucoup plus loin. Robert Pittman et Tom Freston ont tous les deux des rôles de hauts dirigeants chez Nickelodeon, et leur nom revient beaucoup dans les dossiers Epstein. Ils échangent des mails, ils figurent dans des listes prestigieuses auprès des familles les plus puissantes du monde. Ils sont invités dans des soirées où, à ce qu'on peut lire, les vampires sont les bienvenus. L'ancienne directrice exécutive de la chaîne Nickelodeon, Géraldine Labourne, invitait quant à elle personnellement Monsieur Epstein chez elle. Elle fait également partie de la liste des passagers du jet privé de Jeffrey Epstein.
Il n'y a rien de concret pour l'accuser avec les documents qui sont pour le moment sortis, mais les survivantes d'Epstein sont unanimes sur le fait que personne ne peut monter dans ce jet privé sans parfaitement comprendre tout ce qui s'y passe. Il faudrait littéralement entrer en gardant les yeux fermés pour ne pas savoir. Ce n'est pas possible d'aller là-bas sans comprendre ce qui se passe. Lorsque Géraldine Labourne était la responsable de Nickelodeon, une nouvelle recrue est arrivée au sein de la chaîne, Dan Schneider, le fameux producteur très protégé et accusé d'être derrière de nombreuses dérives et perversités chez Nickelodeon. Les rapprochements deviennent de plus en plus clairs et terrifiants. Le même groupe semble placer à des postes clés des personnes aux sombres pratiques pour faire prospérer un sombre système d'abus et de protection. Jeffrey Epstein était clairement affilié à une hiérarchie. On l'a vu en détail dans cette vidéo. Il y avait en particulier 2 familles de l'élite étroitement reliées à cette affaire, dont la famille Rockefeller, puisque selon Jeffrey lui-même, c'est littéralement David Rockefeller qui lui a ouvert la porte des cercles de l'élite. Et David Rockefeller est aussi relié au lancement de Nickelodeon. Pour être plus précis, Nickelodeon a été lancé en 1979 en étant diffusé via la RCA, dont le siège principal était au Rockefeller Center, un complexe créé et dirigé à cette période par la famille Rockefeller. Alors ce n'est pas un immense lien, mais la base de n'importe quelle enquête d'investigation pour savoir qui tient les ficelles est de suivre les flux financiers et les canaux de diffusion. Et étrangement, ça nous mène vers les Rockefeller, la famille également en haut de la pyramide Epstein. Et dans les années 70, donc en marge de la création de Nickelodeon, David Rockefeller était impliqué dans un projet sombre et très tordu. La femme qui le met en cause est Anneke Lucas. Le simple fait que je puisse prendre la parole aujourd'hui devrait être considéré comme un miracle. Le témoignage d'Anneke est tout simplement hallucinant, tellement que beaucoup refusent d'y croire. Il n'a pas été reçu au tribunal, en tout cas pas publiquement, donc il ne peut pas être certifié à 100%, mais il est d'une incroyable précision. Ce témoignage est relayé par des organisations reconnues mondialement comme TEDx et est très crédible, notamment parce qu'un enquêteur d'un réseau belge connecté à certaines personnes qu'Anneke dénonce a déclaré que ces déclarations corroboraient avec des éléments et des noms gardés confidentiels. L'enquête belge en question découlait sur un vaste réseau similaire à celui d'Epstein, impliquant les plus hautes instances de la Belgique, mais il s'est soldé par l'emprisonnement de seulement 4 personnes et la mort mystérieuse de 30 témoins clés. Alors c'est une très vaste affaire qu'on ne va pas développer ici pour ne pas trop s'écarter du sujet, mais ça permet de comprendre pourquoi Anneke Lucas préfère le chemin du témoignage public que celui de la justice qui n'est pas forcément apte à s'attaquer au réseau très puissant qu'elle vise. Alors qu'elle était livrée dans ces sombres cercles d'élite, Anneke affirme qu'un milliardaire américain très haut placé dans le réseau, David Rockefeller, s'est intéressé à elle. Je n'aurais pas pu dire son nom s'il était encore en vie. Et sachez que sa famille est là, le réseau existe toujours. Parler de quelqu'un de mort ne rend pas forcément mes déclarations moins risquées. Il y a toute la réputation qui est en jeu. David Rockefeller avait comme projet de faire d'elle une grande célébrité qui, sans même le savoir, serait complètement contrôlée mentalement par cette élite. J'ai été programmée à Heidelberg, dans le sous-sol d'une villa. Ils utilisaient la torture. Pendant cette formation au contrôle mental, tout était fait pour que je sois un personnage célèbre, une actrice et chanteuse. Donc vous deviez devenir d'une certaine manière une chanteuse au service de l'élite. Ça me paraît tellement risqué pour eux parce que plus leur star devient grande et plus les gens l'écouteront si jamais elle vient à les dénoncer. La popularité est justement centrale pour eux parce que je devais être mise en avant pour servir leur agenda pécuniaire. Et ça, ils en ont parlé en ma présence. Il faut comprendre que si tu es victime de ce programme mental, tu n'es absolument plus libre.
Ce projet impliquerait une formation extrême dispensée par des personnes expertes de la manipulation psychique et psychologique. Il y avait ce docteur allemand, Tom Hamson, qui s'avère être un nazi, c'était un grand eugéniste. Financé par David Rockefeller. Dans cette formation, tout était élaboré pour la traumatiser. Le but derrière ces traumatismes était de briser son esprit pour lui créer une nouvelle personnalité totalement conditionnée par cette élite. Cet entraînement au contrôle mental était incroyablement précis et efficace. Si Anneke s'est miraculeusement échappée de ce sombre projet, elle ne pense pas que ce programme s'est pour autant arrêté. Bien au contraire, elle remarque aujourd'hui que des célébrités ont toutes les caractéristiques que cette élite voulait lui faire intégrer. Il y a clairement des célébrités adultes qui semblent avoir été programmées. Vous pensez peut-être à Justin Bieber. Par exemple, oui. Je parle de lui parce que beaucoup de gens sont inquiets à son sujet récemment. Justin Bieber, livré à ses 15 ans chez P. Diddy, a selon Anneke les traits d'une personne étant passée par un programme similaire. Alors il ne s'agit pas forcément d'un programme aussi extrême, mais la logique pourrait être identique. Un enfant totalement traumatisé pourrait être mentalement reconditionné, docile, mais avec le même manager que Justin Bieber, Ariana Grande pourrait elle aussi être affiliée à ce genre de projet. Et dans son cas, c'est même beaucoup plus concret, puisque comme on l'a vu, Ariana a été livrée dans un programme doublement lié à la personne que visait directement Anneke Lucas. Ariana était en plus reliée à un étrange coach, accusé par Kanye West d'être dans des pratiques de contrôle mental. On a vu que mon entraîneur faisait partie des projets MK du Canada. Donc s'il y a bien une célébrité aujourd'hui impliquée dans ce qu'Anneke Lucas dénonce, Ariana Grande semble la possibilité la plus évidente. Ariana est victime de trafic. J'ai moi-même été contrôlée de cette manière. Ça vous rend comme des corps sans esprit. Cette internaute américaine affirme avoir été entraînée dans un programme similaire à celui d'Anneke Lucas et elle voit en Ariana les traits d'une personne étant passée par le même programme qu'elle. Un constat qui l'a émue aux larmes. Vous vous demandez pourquoi je semblais si heureuse quand j'étais programmée? C'est parce que j'étais dans un état dissociatif. Et surtout parce qu'il me droguait. Elle assure que de son côté, ce sont ses propres parents qui l'ont livrée dans ces réseaux, dont son père qui travaillait pour l'armée, qui est très impliqué dans ces procédés. Le fait que la mère d'Ariana Grande travaille elle aussi pour l'armée est assez perturbant. Pour mettre au point leur projet de création de célébrités, ce groupe s'intéressait à plusieurs caractéristiques qui collent parfaitement avec Ariana. Tout d'abord, bien sûr, il fallait que l'enfant choisi ait un talent inné. C'est quelque chose qui ne s'invente pas. Ils se basent sur les dons et talents pour pouvoir ensuite les rediriger. Parfois, ils peuvent pousser certains dons et en supprimer d'autres. Ils se basent sur qui vous êtes intrinsèquement. Et au niveau des prouesses vocales, Ariana dépasse sans aucun doute le niveau qu'aurait pu attendre ce groupe. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. Ce groupe rechercherait aussi des liens de sang particuliers, parce que selon eux, tout le monde n'est pas égalitaire sur ce terrain-là. David Rockefeller a été pris d'intérêt pour moi pour une raison qui m'échappait totalement. Ils m'ont prélevé du sang et je ne sais pas ce qu'ils y ont trouvé, mais David Rockefeller a été satisfait du résultat. J'ai réalisé après coup qu'ils ont sûrement découvert que mon père biologique, que je ne connais pas, est d'une lignée liée à la noblesse.
Ici, c'est difficile de savoir si Ariana a un arbre généalogique qu'ils estimeraient intéressant ou non. Mais on peut quand même noter des éléments intéressants. Via un test ADN réalisé en 2014, Ariana assure être génétiquement liée à la Grèce, ce qui en termes de mystique et de symboles est très chargé. Ariana assure aussi avoir une lignée nord-africaine, un terrain tout aussi chargé spirituellement. Cette lignée vient très probablement de son père qui est sicilien, un carrefour dense et unique d'Europe où l'influence grecque antique est omniprésente et où l'héritage islamique s'est mêlé au christianisme pour créer une alchimie qu'on retrouve presque nulle part ailleurs. Du côté maternel, Ariana vient d'Abruzzo, une région d'Italie réputée pour sa sorcellerie traditionnelle et un occultisme très ancien. On est donc sur un héritage et une identité exceptionnellement chargée dont la chanteuse n'a peut-être elle-même pas pleinement conscience. Tout est une question de lignée, selon eux. C'est ce qu'il y a de plus important. Ariana se décrit depuis petite comme profondément spirituelle. Elle a toujours été à la recherche de quelque chose de plus grand qu'elle qui puisse la porter. On remarque aussi qu'Ariana possède une réelle sensibilité artistique qui lui a été transmise par son père. Dans sa famille maternelle ultra compétitive, je peux confirmer que je suis très compétitive. Ariana a toujours été totalement détachée de ces dynamiques. Oh mais on est tous compétitifs dans notre famille. Oh mais non, il y a une exception. Ariana était toujours juste contente de jouer. Sinon, il est vrai qu'entre nous, on peut vite se battre pour gagner. Bien sûr, la compétition n'a rien de mal en soi, mais y être totalement indifférent, comme c'est le cas d'Ariana, démontre un détachement naturel de l'ego. Les personnes qui côtoyaient Ariana plus jeune la décrivent unanimement comme étant douce, bienveillante, créative, empathique. Certains peuvent y voir ici seulement des questions de caractère, mais ces caractéristiques révèlent des aptitudes innées très rares. Ariana semble tendre naturellement vers les caractéristiques que cherche à atteindre n'importe quel sage spirituel. Tout ceci pourrait alors traduire une génétique particulière qui pourrait avoir été détectée par ces groupes. Selon Anneke Lucas, il faut aussi une autre chose primordiale chez cet enfant sélectionné, des parents qui sont prêts à livrer leur enfant. Et visiblement, à la période de Nickelodeon, les parents d'Ariana n'ont reculé devant rien pour ne pas freiner la carrière de leur fille. Ma mère disait oui, 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 oui. Enfin, il y a autre chose d'encore plus subtil. Il y a cette croyance, selon laquelle un enfant qui entre ses 2 et 3 ans est déjà passé par une programmation mentale pourra faire partie de ce programme. Un individu ayant été traumatisé dans ses toutes premières années est beaucoup plus réceptif à une future manipulation mentale. Et Ariana Grande et son enfance si particulière, dans laquelle elle a été baignée aux films d'horreur et initiée à de très sombres activités dès le plus jeune âge, elle mettait ses mains tout ensanglantées partout sur mes murs. A tout le passif d'une personne ayant été traumatisée, brisée dans ses toutes premières années. Alors avec tous ces éléments, Ariana Grande pourrait vraisemblablement être la candidate parfaite. Celle qui coche toutes les cases. Celle qui pourrait même avoir été attendue depuis la création de la chaîne Nickelodeon pour faire avancer le sombre projet dans lequel s'était retrouvée Anneke Lucas. Alors bon, on reste ici seulement sur une théorie qui s'appuie sur des liens, des rapprochements historiques et un témoignage non prouvé juridiquement, mais si ce témoignage s'avère vrai, tout semble étrangement faire sens. Ariana Grande pourrait malgré elle être l'élu de ce groupe, pour être impliquée dans un projet qui la dépasse totalement. Parce que je devais être mise en avant pour servir leur agenda. Anneke Lucas affirme également que M. Rockefeller est relié à une spiritualité très particulière. David Rockefeller était sans aucun conteste un sataniste. Il n'y a pas d'autre mot ou d'autre manière de le dire puisque c'était un système de croyances auquel il adhérait
Et de nombreuses personnes là-bas y adhéraient. Et sur l'axe spirituel, on n'est pas seulement sur un seul témoignage. Anneke Lucas est loin d'être la seule personne à affirmer que des cercles d'élite pratiquent de sombres rituels. Ah ben Jimmy, c'est l'ami imaginaire de Laurent Bounot. Laurent Bounot, il a un ami imaginaire? Ça, c'est des trucs de petits, ça. Il me dit non, c'est un truc occulte. Genre, il a un ami imaginaire. Les documents Epstein, entre autres, nous l'ont bien documenté d'ailleurs. Et sur cet aspect spirituel, Ariana a justement confié elle-même une histoire très étrange pendant la période de Nickelodeon. Une histoire que tout le monde a complètement pris à la légère, mais qui est pourtant très inquiétante et fait sens avec tout ce qu'on vient de voir. Cette histoire concerne un contact avec des entités. Certaines personnes dans ces cercles s'ouvraient et invitaient. Des démons dans leur propre corps, c'étaient les personnes les plus puissantes qui le faisaient. En 2013, Ariana vivait une année particulièrement chargée. Toujours sous contrat chez Nickelodeon, elle préparait sa transition vers l'industrie musicale avec la sortie de son premier album. Tournage de séries, tournage de clips, première tournée. Ariana manquait tellement de temps que pour certains épisodes de sa série, les scénaristes l'ont volontairement placée dans une boîte pour justifier son absence à l'écran. Et c'est dans ce contexte que les équipes d'Ariana lui ont proposé de rompre avec toute cette pression en faisant une activité divertissante. En connaissant son goût familial pour l'horreur et le paranormal, ils lui ont proposé de faire une petite excursion dans un endroit abandonné, une ville quasi fantôme des États-Unis, Stull au Kansas. Cet endroit porte l'une des légendes urbaines les plus tenaces du pays, qui a inspiré de nombreux films, puisqu'on raconte que le cimetière de ce village désert serait l'une des 7 portes de l'enfer sur Terre. De nombreux événements paranormaux y auraient eu lieu. Le pape Jean-Paul II aurait même dévié son avion pour éviter de survoler cet endroit selon certains récits. Ceci encore une fois est de l'ordre de la légende urbaine, donc personne ne sait vraiment si c'est vrai ou non. Mais c'est le genre d'histoire qui plaise beaucoup à Ariana. Alors elle a accepté avec beaucoup d'enthousiasme d'aller dans cet endroit. Mais elle affirme que son expérience là-bas a été traumatisante. Tout a commencé dans la voiture. Elle sentait une ambiance pesante, très négative, qui montait à mesure qu'elle se rapprochait de cet endroit. Dans la voiture, pourtant fermée, une mouche est apparue. Ariana précise avoir vu cette apparition comme le signe de la présence d'un démon dans la matière. Elle n'a pas précisé pourquoi elle a eu cette interprétation, mais elle fait sûrement ici référence au démon Belzébuth, assimilé au prince des mouches dans la tradition judéo-chrétienne. Une fois arrivée dans le lieu dit hanté, Ariana, pourtant fan des endroits qui font peur, a trouvé que c'était beaucoup trop effrayant et a préféré vite rentrer. Mais avant de partir, elle a eu l'idée de communiquer avec les entités présentes sur les lieux en leur disant qu'elle s'excusait d'avoir perturbé leur paix. Hé les entités, nous vous prions de nous excuser. Nous n'avions pas l'intention de perturber votre tranquillité. Allez, au revoir, passez une bonne journée. Ariana a aussi pris une photo. Mais sur la photo, elle assure y avoir vu distinctement 3 visages de démons auprès d'elle. Prise de panique, la chanteuse a tenté d'envoyer cette photo à son manager, Scooter Braun. Mais la photo ne voulait pas s'envoyer parce qu'elle était beaucoup trop volumineuse. Il y était écrit que la photo pèse 666 mégaoctets. Et ici, c'est techniquement impossible d'être aussi volumineux, puisque pour vous donner un ordre d'idée, sur un iPhone de cette période, une photo pèse environ 3 mégaoctets.
Donc on est très loin des 666. Pourtant, Ariana assure que c'est bel et bien ce chiffre qui était affiché et qui l'a fait paniquer. Elle ne précise pas pourquoi l'apparition de ce chiffre l'a autant effrayée, mais on devine que c'est parce que 666 est relié au chiffre de la bête et à l'antéchrist dans les livres sacrés chrétiens. Quoi qu'il en soit, Ariana a fait une capture d'écran de ce qui était affiché sur son téléphone et a placé les photos dans un album qu'elle a intitulé « Démon ». Mais elle assure qu'elle a vite dû supprimer cet album et les photos parce qu'il lui arrivait des trucs de plus en plus bizarres. Le journaliste lui a alors demandé quels trucs bizarres lui sont arrivés et Ariana a expliqué des choses de plus en plus troublantes. Mais avant de les dévoiler, il faut comprendre dans quel endroit Ariana avait vraiment mis les pieds, puisqu'elle est loin d'être la première à raconter des histoires troublantes sur cet endroit mystérieux des États-Unis. Ce village, peuplé par davantage de tombes que d'habitants, a depuis sa création été marqué par de nombreuses tragédies. Un garçon de 2 ans y est décédé dans un incendie de ferme. Un homme qui avait pourtant toute sa tête et qui était apprécié dans le village a été retrouvé pendu à un arbre sans aucune explication, mais c'est à partir de 1974 que ce village passe de simple lieu aux sombres faits divers à un réel lieu d'horreur paranormale. L'université du Kansas, à quelques kilomètres, a été agrandie et a accueilli de plus en plus d'étudiants qui devaient passer par ce village. Et de nombreux étudiants ont affirmé avoir aperçu des choses étranges sur la route, d'étranges silhouettes qui apparaissaient. Une étudiante a affirmé que pendant un court instant, elle a vu une énorme croix en feu devant l'église. Au sein du journal de l'Université du Kansas, d'étranges anecdotes de ce genre ont été partagées en masse. Un étudiant a confié qu'une force invisible lui avait saisi le bras lorsqu'il était de passage dans cet endroit. Un autre étudiant raconte avoir senti une main glaciale le toucher par derrière. Puis un professeur de l'université a affirmé que des élèves avaient des pertes de mémoire de 4 heures après être passés dans ce village. Ce professeur a aussi affirmé que ce lieu servait de repère à des personnes pratiquant de la sorcellerie qui se regrouperaient la nuit. Le professeur affirme avoir vu une photo qui le prouvait. La photo en question n'a jamais été publiée, ou en tout cas elle est introuvable aujourd'hui. Mais ce témoignage, qui n'est plus fait par un simple étudiant, mais par un professeur d'université, a forcément renforcé la crédibilité et le mystère autour de ce lieu. Une étudiante a raconté qu'en approchant du cimetière, elle a vu une maison rouge vif, en flammes, puis en s'approchant, tout était redevenu normal. Elle aurait eu une sorte de vision, comme si le voile du monde physique s'était pendant un court instant coupé. Tous ces témoignages ont attiré beaucoup d'Américains intéressés par le paranormal et les témoignages se sont encore une fois accumulés. Face à toute cette histoire, une étudiante en journaliste de l'Université du Kansas a décidé de couvrir l'affaire et y a révélé que selon des récits comptés depuis des siècles, des activités occultes se seraient déroulées ici et auraient maudit ces lieux tellement que Satan en personne s'y manifesterait 2 fois par an, le soir de l'équinoxe de printemps et le soir d'Halloween. Cet endroit serait l'une des 7 portes d'entrée vers l'enfer. Cet article aux affirmations très audacieuses manque clairement de sources, mais a donné beaucoup de contenance et de popularité à la légende urbaine. Toutes ces histoires alimentent un débat qui persiste encore aujourd'hui. Est-ce que ces histoires sont vraies? Est-ce que tous ces étudiants auraient pu avoir des hallucinations? Hallucinations partagées en 2013 par une star internationale? Ou est-ce que tout ça, ou au moins une partie de ces témoignages, dépeindrait bel et bien des vérités qui échappent à la compréhension humaine? Ce qui est sûr, c'est que l'histoire que raconte Ariana Grande s'inscrit donc dans un contexte beaucoup plus large qui ne font que crédibiliser ces étranges déclarations. Et la chanteuse affirme justement qu'après ce passage dans ce lieu hanté, elle y a vécu des expériences terrifiantes. Pour le magazine Complexe, elle explique, je cite, « J'allais m'endormir, je venais de raccrocher et dès que j'ai fermé les yeux, j'ai entendu un grondement très fort juste à côté de ma tête.
Quand j'ai ouvert les yeux, ça s'est arrêté immédiatement, mais quand je les refermais, ça recommençait avec des chuchotements. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des images très dérangeantes, avec des formes rouges. Ensuite, j'ai rouvert les yeux et j'ai repris mon téléphone en disant « J'ai vraiment peur, je ne veux pas dormir ce soir ». Et il y avait cette énorme masse noire. Je ne sais pas ce que c'était. C'était comme un nuage noir juste à côté de moi. J'ai commencé à pleurer. J'étais au téléphone en mode « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Et ils m'ont dit « Dis-lui d'aller se faire foutre !» Je l'ai regardé se déplacer vers le pied de mon lit. Puis je me suis endormi au téléphone. Je me suis réveillé et il avait disparu. La nuit suivante, mon amie Tyler dormait chez moi. Elle a dit qu'elle essayait de dormir et que son corps se sentait presque paralysé. Elle a décrit exactement la même chose que moi. On est donc, selon Ariana Grande, sur une expérience paranormale et clairement démoniaque avec témoins. Ce qu'elle décrit fait écho à une entité, à de sombres énergies qui tentent littéralement d'entrer en elle. Ariana croit aux entités, au monde spirituel. Elle devrait donc logiquement savoir que partir volontairement dans un lieu chargé spirituellement et y initier le premier contact avec ces entités peut créer des liens très dangereux. Tout ce qu'elle confie peut alors s'apparenter à un pacte implicite avec ces entités qu'elle a fait sans forcément totalement s'en rendre compte. D'ailleurs, dans ses propres chansons, Ariana parle de pacte. Mais on va revenir dessus plus tard. Ariana semblait en 2013 assez naïve spirituellement, mais les personnes derrière sa carrière ont sûrement bien plus de connaissances qu'elle sur cet aspect. Vu les rouages de sa carrière, est-ce qu'après ces 4 années d'initiation via Nickelodeon, il est vraiment anodin que ses équipes l'aient envoyée dans un endroit aussi chargé spirituellement? Est-ce qu'ils ont fait ça uniquement pour la divertir? Ou est-ce qu'au contraire, cela faisait partie du plan prévu depuis le début pour leur star, afin qu'elle devienne un outil, un vaisseau pour une force démoniaque? Ils m'ont entraînée à être dénudée et à ce que mon corps devienne un objet de culte. Mon corps devait servir à des événements d'adoration. C'est pour cette raison que j'étais utilisée. Ces élites voulaient créer un véritable objet de divination, un culte implicite. Si le public porte une divination sur une personne en pacte avec une entité, alors cette popularité aura premièrement tendance à être bien plus élevée. Satan a une onction très spécifique, le Mimshak, qui permet de diffuser encore plus un message, d'emmener toute la popularité. Et surtout, le public vénérera sans s'en rendre compte une entité. La majorité du public pense sûrement que c'est totalement farfelu, perché, mais pour ces élites qui sont complètement reliées au monde spirituel, on est peut-être au contraire sur le fondement même de leur système, ou comment à grande échelle des millions d'âmes sont déviées de leur vrai chemin spirituel, via l'idolâtrie. Et l'idolâtrie d'hier, condamnée par les livres saints, n'est pas très différente sur le fond de l'idolâtrie d'aujourd'hui. Ce qui est en tout cas certain, c'est que l'histoire d'Ariana, au-delà d'être rapportée par une célébrité, c'est celle d'une personne qui a priori toute sa tête, qui est témoin d'un événement inexplicable. C'est clairement un sujet qui aurait mérité d'être creusé davantage, mais le journaliste qui l'a interrogé a préféré rapidement couper court et parler d'un sujet qui faisait bien plus parler à cette période, à savoir la relation entre Ariana et Mac Miller, qui était très ambiguë. Et justement, grâce à ce genre d'histoire, de gossip, mais aussi grâce à son talent, ses musiques très efficaces et un marketing bien rodé, la carrière et la popularité d'Ariana n'a fait que monter après cette étrange expérience paranormale. Et la chanteuse accrédite comme cause de son succès non pas l'un des éléments qu'on vient de citer précédemment, mais la Kabbale. Un mouvement du mysticisme juif auquel elle appartient et qui a mauvaise réputation. Où son organisation est considérée comme une secte. La Kabbale est la religion de l'Antéchrist.
La Kabbale est en fait la force motrice derrière chaque organisation reliée à l'occultisme. Que ce soit la sorcellerie, le satanisme, la franc-maçonnerie, toutes sont basées sur l'enseignement kabbalistique. En 2014, pendant la promo de son second album, Ariana annonce officiellement qu'elle a quitté le catholicisme, la religion historique de sa famille. Oh, vous savez, j'étais dans une école catholique. Je faisais les trucs de l'église le dimanche. Pour aller vers la Kabbale, le mouvement spirituel de Madonna. La première personne à l'avoir initiée dans cette spiritualité n'est pas Madonna, mais une personne de sa propre famille, son frère, Frankie Grande. Ariana avait 11 ans quand son grand frère a décidé de l'emmener dans un centre de Kabbale. Frankie s'est intéressé à ce mouvement parce qu'il voulait rompre avec le catholicisme qui imposait selon lui trop d'interdits et manquait de tolérance. Ce qui l'a conduit vers la Kabbale, qui n'est pas une spiritualité très répandue, est probablement Madonna, puisqu'il est complètement fan d'elle depuis ses 7 ans. Je suis obsédée par Madonna depuis mes 6 ou 7 ans. Ma mère m'a emmené la voir en concert quand j'avais 7 ans. Et qu'elle fait la promotion de ce mouvement depuis 1996. Ariana avait donc 11 ans et la spiritualité était déjà quelque chose de très important pour elle. Par solidarité pour son frère, elle a décidé de rompre avec le christianisme elle aussi et d'aller vers la Kabbale. Ariana explique que cette spiritualité l'a beaucoup aidée sur des points assez simples et honorables, comme le fait de surveiller davantage ses intentions, de prendre un meilleur contrôle de son être, d'apprendre à identifier son ego. Mais dans le spectre de la Kabbale, qui est par nature une doctrine ésotérique, les pratiques vont beaucoup plus loin que ces bases spirituelles. Il y a certains éléments qui protégeraient et permettraient de réorienter les énergies, comme ce bracelet rouge. Il existe aussi des rituels très anciens, venant des manuscrits de la Génisa, qui incluent des invocations. Pour Aleister Crowley, occultiste reconnu, la Kabbale est en fait la langue mathématique qui permet de parler directement aux entités et de les invoquer. Ces entités sont, selon lui, des anges ou des démons. Quand Aleister parle des démons, il fait référence aux 72 démons de la clavicule de Salomon. Dans cette liste, on retrouve Belzébuth, ou encore Baal, qui est cité dans l'affaire Epstein. On appartient au culte de Baal. Pour invoquer ces entités dans la tradition kabbale, il faut utiliser des sigils, donc des formes graphiques. Et les clips d'Ariana Grande, qui s'autoproclame aujourd'hui sorcière. Je suis la plus grande des sorcières. Je suis une sorcière au sens littéral et je ne rigole pas. En sont justement envahis depuis très longtemps. Dans Break Free, énorme succès issu de son deuxième album, la chanteuse a bien sûr son bracelet rouge, mais on y voit aussi à l'envers le sigil servant à invoquer Lucifer, le chef des démons. Dans ce même clip, il y a aussi le symbole de Séphiro, l'arbre de vie kabbalistique, l'un des éléments les plus importants de son mouvement spirituel. Beaucoup de personnes diabolisent ce schéma parce qu'il fait partie de la Kabbale, mais en réalité il n'a pas une signification alarmante. Cet arbre représente l'équilibre naturel et cosmique, c'est un outil pour comprendre le divin et pour représenter le chemin d'évolution prévu pour les âmes. Ce schéma a des parallèles symboliques dans de nombreuses traditions spirituelles à travers l'archétype de l'arbre du monde. Il a même des adaptations dans des courants mystiques chrétiens. Mais dans le clip d'Ariana, le divin, l'arbre de vie, est représenté comme étant à combattre. Ariana va d'ailleurs arracher cet arbre. Au premier coup d'œil, on pourrait penser qu'elle veut libérer cet arbre tenu par des forces destructrices, mais la vision d'Ariana semble plutôt modifiée par le sigil de Lucifer. Elle porte ce sigil sur elle en arrivant dans le clip, donc elle voit le monde à travers ce prisme, à travers la vision luciférienne qui veut combattre l'arbre de vie, couper l'équilibre naturel et le chemin d'évolution prévu pour les âmes.
Ariana n'a pas forcément conscience de tout ce qui se cache derrière ces signes. Elle pense que ce clip, qui a changé la vie de nombre de ses fans... J'aime tellement cette musique parce qu'elle a eu un grand impact. J'aime entendre les gens me raconter à quel point elle a changé leur vie. Envoie un message positif de libération. Mais cette libération est celle de la rupture avec l'équilibre naturel, dans une logique qui est alors par nature luciférienne. Et les personnes derrière la réalisation de ce clip et derrière la carrière de la chanteuse sont probablement bien plus conscients qu'elle de cet aspect. Ariana Grande a interprété cette musique au Rockefeller Center, le fameux complexe derrière la création de Nickelodeon et créé par la famille Rockefeller. Le grand public voit l'architecture de ce complexe comme très artistique, mais l'art choisi par cette famille est très particulier. On y voit la statue de Prométhée, qui dans la mythologie grecque vole le feu des dieux pour l'humanité. Il symbolise le rôle de Lucifer dans les religions abrahamiques. On y voit aussi les statues de Zeus et Maiden, qui représentent l'essence humaine née d'une figure transgressive, ici Lucifer plutôt que divine. Il y a aussi la statue d'Atlas, figure qui porte le monde par la volonté personnelle et le courage intellectuel, souvent interprétée comme une version luciférienne de Jésus, qui porte de son côté le monde par amour et sacrifice divin. Le relief Wisdom sur leur building est rempli de symboles francs-maçons avec une citation biblique détournée. Clairement, cet endroit ne peut pas être plus explicite, il est chargé d'une grande empreinte de dévotion à Lucifer. Et c'est ici qu'Ariana a fait ses premiers lives. C'est de toute façon presque un rituel de passage pour les artistes populaires de performer là-bas en début de carrière. Justin Bieber, Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, pour ne citer qu'eux, y sont également passés. Ces performances portées par des célébrités initiées aux pratiques de l'élite dans un endroit si particulier et chargé spirituellement pourrait s'apparenter à une sorte de rituel diffusant à grande échelle une énergie luciférienne via un artiste qui canalise ses forces. Chacun de ces artistes a fait la promotion d'un mode de vie qui empêche tout cheminement spirituel. Ces stars ont notamment beaucoup mis en avant l'hypermatérialisme dans leurs chansons. Cette chanson s'appelle Seven Rings. Selon le storytelling officiel, c'est parce qu'Ariana aurait acheté 7 bagues à ses amis, ce qui lui aurait inspiré l'écriture de cette chanson. Mais 7 anneaux peut aussi faire référence aux 7 anneaux de Saturne, planète associée au matérialisme pour laquelle Ariana a une fascination. Je suis actuellement dans une année de retour à Saturne. Dans la musique God is a Woman, donc littéralement Dieu est une femme, la symbolique est également très frappante et bien plus inquiétante. Dieu est une femme ne parle évidemment pas vraiment de Dieu. J'ai voulu montrer comment je me sens parfois en tant que femme. Je me sens souvent mal comprise, parce qu'on tente tout le temps de me mettre dans une catégorie ou une autre. Je suis vraiment constamment mal comprise. Parfois, j'ai juste envie de crier « Ah !» Si Ariana présente cette musique comme une façon de se faire comprendre et de célébrer la féminité, elle reprend tout un art loin d'être anodin. Elle apparaît ici avec 3 bêtes terrifiantes auprès d'elle, ce qui peut rappeler la photo avec les 3 démons qui étaient apparus derrière elle. Les bêtes en question du clip sont les chiens d'Hadès, issus de la mythologie grecque. Ils sont considérés comme des agents de destruction et de chaos, servant un pouvoir souterrain, un rôle faisant directement écho à la bête de l'Apocalypse. Ariana est également elle-même replacée comme habitée, possédée par une bête. La chanteuse fait apparaître un dôme lumineux, symbole qui dans toutes les spiritualités peut représenter Dieu. Ariana récite sous ce dôme la Bible de manière remixée. You will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you.
et elle fait éclater le dôme. Il n'y a plus de Dieu dans ce monde et Ariana se replace elle-même comme une divinité, voire comme Dieu en personne. Elle contrôle le temps, elle est au-dessus de la création. Elle reprend l'une des peintures chrétiennes les plus mythiques, la création d'Adam de Michel-Ange, dans laquelle Ariana est placée à la place de Dieu. Elle se retrouve aussi au centre d'un culte. Elle est placée sur un phare. Un phare sert à repérer et à apporter de la lumière pendant les moments d'obscurité, et on comprend donc que c'est ce qu'elle devient dans ce monde sans Dieu. Elle est une divinité qui apporte la lumière. Ariana se replace aussi symboliquement comme la louve capitoline, une louve qui a permis, selon la légende romaine, de nourrir les futurs dirigeants de l'Empire romain en création. Donc symboliquement, ici, elle permet de nourrir physiquement, financièrement ou peut-être énergétiquement, les personnes qui dirigent notre monde ou qui tentent d'imposer leur système. Ariana apparaît justement dans un triangle qui cache derrière elle une lumière. C'est le symbole associé à la hiérarchie de l'élite, souvent lié aux Illuminati. Bien sûr, vous pouvez penser que c'est de la provoque, de l'art, mais la symbolique est très puissante. Et le concept même de l'art est empreint de spiritualité. C'est un processus mystique d'une certaine manière, chaque grand artiste peut le confirmer. Et la majorité du public qui regarde tous ces visuels n'a absolument aucune conscience de ce qui est renvoyé spirituellement et des énergies qui sont réellement servies. C'est le concept même de l'occultisme ou des sigils, tout s'ancre subliminalement. Les éléments s'imprègnent petit à petit en dessous du niveau de conscience. Ces éléments sont uniquement compris par des personnes initiées. Des initiés comme peuvent l'être les personnes derrière la carrière d'Ariana Grande, qui est gérée depuis le tout début par une société à l'architecture très révélatrice. Cette élite initiée avec tous ces éléments semble donc derrière Ariana et semble l'utiliser depuis le tout début de sa carrière pour transmettre dans la société leurs énergies et leur agenda, en profitant très probablement du fait que la chanteuse n'a absolument aucune conscience de cet aspect et aucune idée de ce que représentent vraiment ces clips. La chanson God is a Woman a également à l'envers une signification qui fait complètement écho à tout ce qu'on vient de voir. Vous pouvez bien sûr penser que c'est totalement du hasard, mais vous devez quand même noter, pour vous faire votre avis, que des grands artistes, comme XXXTentacion, avertissaient peu avant son assassinat que certaines musiques cachaient des messages subliminaux. Il y a des lavages de cerveau dans la musique, avec des messages qu'on entend seulement quand la musique est en inversé, et plein d'autres choses que les gens ignorent totalement. Ces techniques de messages subliminaux étaient reconnues et prises au sérieux par des sénateurs américains dans les années 80. Et surtout, l'entité que semble invoquer Ariana Grande est la même qu'invoquent d'autres artistes, souvent soupçonnés d'être eux aussi reliés à la hiérarchie de l'élite, comme Beyoncé. Et Lucifer est également l'entité que la chanteuse Aaliyah, avant son mystérieux crash d'avion, combattait dans ses musiques à l'envers. Aaliyah est d'ailleurs l'une des rares artistes qui n'a jamais performé au Rockefeller Center.
La seule fois où elle s'est rendue dans cet endroit spirituellement très chargé, c'était un mois avant son décès pour signer des albums dédicacés de son dernier album. Un album très particulier qui avait des paroles qui démontrent que spirituellement, elle refusait de devenir une marionnette de ce système et de toute cette hiérarchie. Une intégrité et une vigilance spirituelle que d'autres légendes de la musique proches d'Alia ont également gardé. Je suis une vraie fan de Lauryn Hill. C'est une grande artiste et une magnifique auteure. J'aime beaucoup DMX. I'm sick of this industry shit. New artists to sell their souls and way they survive. System is a joke. Oh, you'd be smart to save your soul. Oh, and escape this mind control. You spend your life in sacrifice to a system for the dead. On a parlé en détail du cas Alia, une artiste incroyablement talentueuse et très éveillée sur ces 2 vidéos. C'est passionnant parce que tout fait de plus en plus sens. Alia et Ariana Grande ont d'incroyables talents. Elles viennent de familles plus ou moins dysfonctionnelles, mais sont profondément de bonnes personnes, des âmes pures, très spirituelles, qui voulaient simplement devenir artistes. Mais ces 2 artistes ont vite été repérés par cette industrie qui les a totalement traumatisés. Mais l'une a su très vite avoir du discernement spirituel. Elle a refusé la hiérarchie, a refusé de vendre son âme, si on veut le résumer, tandis que l'autre semble avoir accepté de manière assez naïve toute la vision de la hiérarchie. Et elle semble finalement être aujourd'hui affiliée à des projets qui la dépassent totalement en travaillant pour des forces très mauvaises. Seulement, vu l'état mental d'Ariana Grande qu'on a déjà détaillé dans cette vidéo, elle n'est absolument pas en état de faire ce genre de constat et de prendre conscience de ce dans quoi elle est impliquée. En ne prenant pas un minimum de distance avec sa famille si particulière, il sera difficile d'avoir un regard neuf et plus large sur cet aspect. De la même manière, en ne prenant pas un minimum de distance avec cette industrie qu'il a prise au piège depuis son enfance, il sera très difficile de choisir consciemment sa destinée. Mais justement, Ariana Grande avait décidé en 2021 de quitter l'industrie musicale de manière définitive. Ariana Grande avait décidé de quitter l'industrie par amour. Dans tous les compagnons que la chanteuse a pu avoir, beaucoup lui ont été présentés par l'industrie hollywoodienne après avoir été minutieusement sélectionnés. Comment as-tu fréquenté Ariana Grande ? C'est Scooter Braun. Ce mec fait toute ma carrière. Comme dans un Truman Show, la vie privée d'Ariana, ses rencontres ont été totalement scriptées, choisies pour elle par les personnes derrière sa carrière. Mais en 2020, la chanteuse a fait quelque chose de très inhabituel, qui peut sembler totalement anecdotique. Elle a fait le premier pas vers un homme. Cet homme, c'était son agent immobilier, Dalton Gomez. Dalton l'a rapidement demandé en mariage, l'a encouragé à prendre soin de sa santé mentale, à faire pour la première fois une pause et ne plus enchaîner les projets tête baissée comme elle avait l'habitude de le faire pendant toute sa carrière. L'entourage de la chanteuse n'aimait pas cette influence nouvelle qu'il avait sur elle, mais il est vraisemblablement le seul autour d'Ariana à avoir privilégié son bonheur à sa carrière et le seul compagnon surtout qui n'a pas été sélectionné par Hollywood, mais par Ariana elle-même, qui avait eu l'intuition qu'elle devait faire un pas vers lui parce qu'elle le sentait différent. Ariana ne le savait pas à ce moment-là, mais elle venait de jeter son dévolu sur un chrétien très pratiquant qui a probablement une conscience spirituelle plus aiguisée qu'elle sur tout ce qu'on vient de voir.
surtout lorsqu'on voit où il a été scolarisé. En partant du principe que Dalton a été scolarisé à la même école que sa sœur, qui a à peu près le même âge que lui, il aurait été au sein de la Arrowhead Christian Academy, une école qui, dans son règlement, met en alerte de manière très ciblée contre les sociétés secrètes. La franc-maçonnerie. Toutes sont basées sur l'enseignement kabbalistique. En plus de toutes les règles chrétiennes traditionnelles, cette école porte une réelle vigilance contre les forces du mal. Sur leur site, on peut lire directement que Satan est littéral et personnel, l'agent de la chute, le prince et la puissance de ce monde. Le fondateur de cette école est Larry Paland, un leader chrétien qui avait au cœur de sa vision l'impact de la culture populaire sur l'esprit des gens. Cet homme a dans l'ombre échangé activement avec des acteurs clés d'Hollywood pour que l'industrie garde certaines morales dans les messages qu'elle véhicule. Le fait qu'Ariana, entraînée dans les faces les plus sombres d'Hollywood, se soit retrouvée mariée à un homme issu de cette école est une sacrée coïncidence. Peut-être que c'était sa porte de sortie divine d'une certaine manière pour qu'à ses 27 ans, âge de maturité, elle ait l'opportunité de s'éveiller en douceur et de comprendre tout ce dans quoi elle est impliquée malgré elle depuis le début de sa carrière. Mariée, Ariana affirmait avoir besoin de temps pour guérir de tous ses traumatismes. Un autre élément pouvait aussi l'aider dans sa reconstruction, l'amour, et c'est pas cliché de le dire, c'est purement scientifique. Avec Dalton, Ariana guérissait progressivement et avait finalement prévu, alors qu'elle était au sommet, de quitter totalement l'industrie. Mais est-ce que cette industrie allait la laisser partir aussi facilement ? Tout d'abord, spirituellement, quand quelqu'un scelle un pacte avec des forces démoniaques d'une manière ou d'une autre, c'est très difficile de faire marche arrière, même si, attention, c'est possible, et en particulier si la personne a scellé ce pacte par ignorance et manque de conscience. De manière encore plus concrète, la guérison d'Ariana pouvait lui faire remonter à la surface les faces les plus sombres de sa carrière, les zones d'ombre chez Nickelodeon entre autres. C'est le genre de souvenirs qui peuvent mettre beaucoup de temps avant de revenir à la surface. J'ai guéri pendant 40 ans. Une personne profondément traumatisée a tendance à vivre dans le déni et l'évitement jusqu'à ce qu'elle affronte pleinement ce qu'elle a vécu. Mais cette guérison aurait alors pu menacer des grosses têtes de l'industrie. Les personnes derrière Ariana, depuis le tout début, semblent affiliées à des programmes de contrôle mental, comme le confiait Anneke Lucas. Quand j'ai reçu ce programme de contrôle mental, j'ai pu constater à quel point il était précis et efficace. Face à quelqu'un qui commence à leur échapper, ils ont alors accès à des manières très concrètes de reprogrammation mentale. De l'effacement de mémoire par exemple, et ce n'est pas une théorie farfelue, c'est une des pratiques qu'utilisait dans les années 60 l'organisation accusée d'être derrière Jeffrey Epstein. Jeffrey m'a dit qu'il travaillait pour la CIA. Avec ce genre de procédé, pour reprendre Ariana sous le système hollywoodien, il aurait tout simplement fallu lui enlever les souvenirs de Dalton Gomez. Les souvenirs de cette personne qui l'entraînait à voir les choses, à voir le monde différemment. C'est le procédé qu'on voit étonnamment dans son album et son clip We Can Be Friends. Dans une clinique, elle se fait retirer les souvenirs d'une relation très saine. La chanteuse est placée dans le clip sous une pyramide. Le sol de la clinique est en damier. Lorsque le médecin s'attaque à ses souvenirs, le sol est précisément en damier noir et blanc, ce qui fait écho à celui des sociétés secrètes. À la fin du clip, Ariana est dirigée vers quelqu'un d'autre, vers qui semble associer tous ses anciens souvenirs. Ça peut faire écho à la façon dont l'industrie lui a présenté Ethan Slater, qui a remplacé immédiatement Dalton Gomez.
Ariana a quitté Dalton du jour au lendemain. L'industrie ne veut pas laisser Dalton Gomez raconter sa version de l'histoire. Comme on a pu le voir dans la vidéo précédente sur Ariana, il y a encore bien d'autres éléments qui ont de quoi alerter sur ce triangle amoureux. Tout ceci pourrait alors révéler que l'industrie serait intervenue d'une manière très sombre pour éloigner Dalton Gomez d'Ariana et la replacer au sein d'un entourage de nouveau très filtré. Certains peuvent penser ça trop fou pour être vrai, qu'on crée une grande théorie conspirationniste derrière un simple divorce, comme il y en a des millions, mais ici ce divorce est quand même très particulier. Les liens historiques sont là, ces pratiques existent bel et bien, et surtout, la personne en couple avec une célébrité au niveau d'influence d'Ariana Grande est tout, sauf pris à la légère par l'industrie. On a déjà pu le voir dans de nombreuses vidéos. Certains peuvent aussi se demander pourquoi, si c'est bien le cas, ils auraient fait un clip qui montre ce projet secret à la vue de tous. Eh bien tout d'abord, ça pourrait assurer que si Ariana dénonçait quoi que ce soit avec un élan de lucidité, Ils m'ont fait le traitement d'effacement de la mémoire à la clinique. Le grand public ne la croirait tout simplement pas et penserait qu'elle fait juste une blague à propos de son clip. Sérieusement, c'est juste une putain de promo pour son album. Et secondement, parce que dans les sectes occultes, il y a une croyance très tenace et documentée liée aux lois karmiques selon laquelle il faut montrer la réalité d'une manière ou d'une autre afin de ne pas subir les conséquences de leurs actes. Cette journaliste, reliée à la chanteuse Aaliyah, l'avait parfaitement résumé. En faisant des recherches sur les sectes, j'ai appris que les satanistes croient qu'ils doivent révéler qui ils sont vraiment, d'une manière ou d'une autre. Un an après ce clip énigmatique, alors que l'état d'Ariana inquiétait de plus en plus, la chanteuse sortait un autre clip de ce même style, où elle est cette fois dans un laboratoire, en train de subir une sorte de traitement de reprogrammation. Elle se fait encore une fois influencer contre son gré par des forces extérieures qui changent toute sa réalité. Bien sûr, les fans d'Ariana pensent que c'est un scénario 100% fictif et conceptuel, parce que l'album veut montrer une reconstruction personnelle, un concept crédible, mais ces clips pourraient aussi exposer des interventions faites par des sombres groupes qui souhaitent influencer Ariana Grande vers une trajectoire précise et voulue par l'industrie. L'industrie hollywoodienne a dirigé Ariana Grande vers Wicked, un film très particulier qui l'a totalement transformée. Ce projet m'a changé, moi et nous tous, de l'intérieur et de l'extérieur. Mais aujourd'hui, Ariana semble se diriger vers une nouvelle direction artistique, inspirée d'une légende du cinéma, Audrey Hepburn. Audrey, en plus d'être très élégante, est l'image même de l'actrice qui a accompli le rêve américain et pour qui tout a réussi. Mais Audrey Hepburn est aussi connue pour se rendre aux soirées très sombres de certaines familles de l'élite, à savoir la famille voisine à la famille Rockefeller, qui est elle aussi reliée à l'affaire Epstein, la famille Rothschild. Dans ce bal, Audrey était dans une cage, un symbole très fort directement associé au contrôle mental, puisque c'est l'enfermement physique et mental de la liberté, l'esprit est enfermé, incapable de penser librement, prisonnier d'idées qu'on lui impose. Ariana opte aujourd'hui justement pour une robe en cage, après avoir fait ses premiers grands lives dans une cage. Alors, simple accessoire de mode ou signe indiquant encore une fois que ces élites contrôlent mentalement des stars depuis au minimum l'époque Audrey Hepburn, je vous laisse vous faire votre propre avis. Ce qui est en tout cas certain et prouvé, c'est qu'à l'époque d'Audrey, des cliniques faisaient du contrôle mental de manière illégale au service de l'organisation derrière Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, ça n'est pas prouvé, mais tout semble étrangement faire sens. On aimerait penser que ce genre d'activité serait difficile à garder secrète de nos jours où l'information circule. C'est pour cette raison que je pense que tout va éclater au grand jour. Il n'y a jusqu'ici rien eu pour arrêter ces activités.
Encore une fois, il n'y a pas une preuve irréfutable, mais quand on relit ces étranges déclarations, qu'on rassemble les témoignages et qu'on décortique qui est vraiment derrière la carrière d'Ariana, les théories les plus folles sont celles qui font le plus sens. Parce qu'en fait, à la clinique Brottersday, ils ont un effaceur de mémoire. Vous le savez, non? Mais je vous invite à vous faire votre propre avis et à le partager en commentaire que j'ai comme toujours hâte de lire. Pour vous faire un avis complet, je vous recommande de regarder les 2 dernières vidéos, donc la première sur Ariana et celle sur Jeffrey Epstein. Tout est particulièrement lié. Sur ce, je vous dis à très vite dans les coulisses de la Fame. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.